Bonjour tout le monde. Alors, je vais partager. Ma caméra est sale, non? Ça fait... Bon. Je ne sais pas pourquoi c'est ça. Essuyer. Peut-être. Bon. Alors, on va laisser le temps à tout le monde d'arriver. Je vais partager mon écran. Alors, où on en était? Aux étoiles. OK. OK, alors on va pouvoir commencer. Oui, alors, je vous prie de bien vouloir éteindre vos micros. Monsieur Gamzé. Monsieur Julien Etienne. Merci de couper vos micros et de ne les allumer que pour prendre la parole. Merci. OK, donc on commence aujourd'hui notre deuxième cours, à la suite du cours qu'on a eu la semaine dernière. Je vous rappelle où on avait vu des notions d'ordre de grandeur, ces distances dans l'univers qui ne sont pas si faciles que ça à appréhender. Et puis ensuite, donc, on avait commencé à regarder les différents types d'étoiles qu'on allait voir dans l'univers et essayer de comprendre notamment leur classification, quel type d'étoiles on pouvait rencontrer et quelles allaient être leurs caractéristiques. Donc, on va repartir de là aujourd'hui pour aller explorer un petit peu qu'est-ce qui fait les étoiles, qu'est-ce qui fait que les étoiles brillent, qu'est-ce qui fait que dans le ciel, le soleil brille quand il fait jour, et pendant combien de temps ces étoiles vont briller. Donc, quelle est la source finalement d'énergie de ces étoiles? Et puis, on en arrivera donc à parler donc de justement de la fin de ces étoiles, de la mort de ces étoiles. Qu'est-ce qu'il advient d'une étoile quand elle meurt? Et donc, finalement, ça va nous ramener au cycle de la matière dans l'univers, cette évolution de la matière suite au cycle des étoiles, de vie et de mort des étoiles. Et puis, une fois qu'on aura terminé ça, donc on va aller voir les grandes structures de l'univers que sont les galaxies. Donc, je vais vous donner quelques petites informations là-dessus. Savoir qu'est-ce qui compose les galaxies, quels sont les différents types de galaxies qu'on peut rencontrer, pourquoi est-ce qu'on a différents types de galaxies, justement.
Voilà, ça me permettra de vous montrer de belles images de galaxies et notamment de collisions de galaxies. Et puis enfin, si on a le temps, aujourd'hui, on abordera aussi le chapitre suivant qui va être le chapitre qui traite de la cosmologie, c'est-à-dire l'étude de l'univers dans son ensemble. L'univers comme un système physique, on décrit ça donc avec un modèle physique qui est ce qu'on appelle un modèle cosmologique. Donc on verra qu'est-ce qu'il en est de ces modèles cosmologiques, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut observer de l'univers, qu'est-ce qu'on peut en attendre finalement. Et je pense que pour aujourd'hui, si on arrive déjà à traiter ces points-là, on aura fait un bon bout du chemin. Je vous rappelle que la semaine prochaine, je vous ferai un message bien sûr là-dessus, mais la semaine prochaine, vous avez un CC qui sera donc sur Eprel, qui sera en début de cours, donc à partir de 17h, entre 17h et 17h30. Et puis, on attaquera ensuite le cours de la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, Oui. juste pour le CC, justement, je sais qu'il y en a certains de notre groupe là, de cette option qui, en fait, ils finissent tard les cours et du coup, le temps de rentrer chez eux, ils ne sont pas là en début de cours. Ah, Du coup, nous, pour le premier qu'on avait fait, on l'avait fait plutôt en fin de cours, le temps que les gens arrivent, etc. d'accord. Donc, vous préférez faire le CC à la fin du cours? Enfin, ou plutôt alors, à ce moment-là, ça serait 18h30, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, Enfin, c'est ce qu'on avait fait, nous, la dernière fois, et du coup, tout le monde a pu le faire. d'accord. Du coup, ça convient à tout le monde. Alors, Normalement, c'est ça. j'ai une demande à 18h. Alors, je préfère ne pas le faire, oui, à la fin plutôt. Je préfère le faire à la fin plutôt qu'au milieu du cours. Parce que, bon, après, reprendre le cours, après le CC, si on a fait une coupure, tout ça, je trouve ça pas terrible. Donc, soit on le fait au début, soit on le fait à la fin, mais pas au milieu, quoi. Donc, si c'est OK pour tout le monde, à ce moment-là, on fait 18h30. OK. Donc, je ferai un message en ce sens-là. Donc, le CC, hein, oui, le CC, c'est comme d'habitude, hein, une série d'une vingtaine de questions qui traiteront sur le dernier cours de Monsieur Frey et puis les deux cours qu'on aura eu ensemble. OK. Alors, je vais essayer de mettre ça en plein écran, que ce soit plus visible pour vous. Ah, si, j'avais une autre question. J'ai enregistré le cours de la semaine dernière et d'ailleurs, j'ai eu une question à ce sujet à la fin du cours, mais je ne suis pas sûr de l'avoir déjà compris. J'ai encore une question. C'est quand le CC déjà? Je vous enverrai un message. Donc, le CC est la semaine prochaine à 18h30. Oui, donc j'ai enregistré le cours sur Zoom. Est-ce que vous souhaitez que je vous le partage ou pas? Ou est-ce que le support PDF vous suffit? Oui, s'il vous plaît. Oui? D'accord. OK. Donc, je vous enverrai aussi un lien vers. En général, je mets ça sur YouTube. J'ai une chaîne sur laquelle je mets les cours. Donc, je vous enverrai un lien là-dessus. Ça marche. Alors, donc on reprend aujourd'hui sur ces étoiles. On va repartir là où on les avait laissées la semaine dernière, les étoiles. Donc, ce qu'on avait vu, hein, c'est que on avait tout un tas de types d'étoiles que l'on caractérisait notamment par leur couleur. Hein, c'est ce que vous avez sur cette diapo. Vous voyez, vous avez les couleurs qui varient pour les plus grosses étoiles ici, les étoiles de type O, qui sont plutôt bleues, jusqu'à des étoiles de type M qui là sont carrément rouges. Et puis on peut avoir un peu toutes les couleurs intermédiaires, hein, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel intermédiaires. En fait, cette couleur, elle dépend simplement de la température de l'étoile. Plus l'étoile est chaude, plus l'étoile va être bleue. Inversement, plus l'étoile est froide, plus l'étoile va être rouge. Et puis une étoile comme le Soleil, qui a une température un peu intermédiaire, eh bien, elle va avoir une couleur jaune. Euh, En fait, cette température de l'étoile, elle va dépendre de la taille de l'étoile. Plus une étoile va être grosse, plus sa température va être importante. On va essayer de le comprendre juste après, mais pour l'instant, prenez-le comme acquis. Plus une étoile est grosse, plus sa température
est importante. Vous voyez, par exemple, pour les étoiles les plus grosses, c'est-à-dire qui vont avoir des masses de 50 fois la masse du Soleil, eh bien, on peut atteindre des températures supérieures à 40 000 degrés. Inversement, pour des étoiles plus petites que le Soleil, des étoiles qui seraient de l'ordre de 20% de la masse du Soleil, alors pas en dessous, parce qu'en dessous, ça ne forme plus une étoile, mais à partir de 20% de la masse du Soleil, eh bien, on commence à former des étoiles, mais vous voyez que les températures de ces étoiles ne sont que de 3000 degrés, voire même un peu inférieures, alors que le Soleil, lui, a une température approximative de 6000 degrés. Donc, ça veut dire que les étoiles les plus massives vont être aussi les étoiles qui émettent la lumière la plus bleue et qui émettent aussi le plus de lumière. Parce que les étoiles émettent leur lumière à partir de la surface, et donc plus l'étoile est grosse, plus il y a de surface, plus il y a d'énergie qui peut partir. Et donc, du coup, c'est ce qu'on appelle la luminosité, la lumière que peut émettre une étoile. Eh bien, cette luminosité va elle aussi augmenter avec la taille de l'étoile. Donc, du coup, des étoiles qui seraient très grosses vont être très chaudes et émettre beaucoup de lumière, vont avoir une luminosité très, très grande. Mais du coup, si elles émettent beaucoup de lumière, eh bien, elles vont perdre aussi beaucoup d'énergie. Et donc, les étoiles les plus grosses, en fait, sont les étoiles qui brillent le plus, mais qui perdent le plus d'énergie rapidement. Et donc, qui vont vivre le moins longtemps. Donc, c'est un peu paradoxal, mais en fait, dans l'univers, les étoiles les plus grosses sont les étoiles qui vivent le moins longtemps, alors que les étoiles les plus petites sont celles qui vivent le plus longtemps. Si vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Merci. Alors, par exemple, une étoile comme le Soleil, elle va vivre 10 milliards d'années. Bon, c'est relativement long. La Terre existe depuis 4,5 milliards d'années. Elle est née en même temps que le Soleil. Et donc, le Soleil est à peu près à la moitié de sa vie actuellement. Une étoile beaucoup plus grosse que le Soleil, par exemple une étoile de type O qui aurait 50 masses solaires, eh bien, elle ne va vivre que 10 millions d'années. 10 milliards d'années comparé à 10 millions d'années, 1000 fois moins longtemps. Donc, une étoile, plus elle est grosse, moins elle va vivre longtemps. Et du coup, ça veut dire que les étoiles les plus grosses, eh bien, elles vont être relativement rares dans l'univers. On ne va pas en rencontrer beaucoup parce qu'elles ne vivent pas longtemps. Donc, on ne va pas les voir pendant longtemps. Et vous vous souvenez, quand on regarde dans l'univers, on regarde de plus en plus loin, donc on regarde dans le temps. Et donc, du coup, les étoiles qui ne vivent pas longtemps, on va en avoir relativement peu. Inversement, des étoiles comme des étoiles de type M, qui sont des étoiles qui ont une faible température, qui émettent peu de luminosité. Vous voyez que la luminosité d'une étoile de type M, c'est 1% de la luminosité du Soleil, donc 100 fois moins. Eh bien, ces étoiles vont vivre 10 fois plus longtemps que le Soleil, jusqu'à 100 milliards d'années. Donc, elles vont pouvoir s'accumuler au cours du temps. Et donc, on va en observer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les étoiles de type M, ça représente 80% des étoiles. C'est les plus petites, alors c'est les plus difficiles à voir aussi, puisqu'elles émettent moins de lumière, mais néanmoins, c'est celles qui sont les plus nombreuses. OK, alors maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi ces étoiles, elles émettent de la lumière finalement. Qu'est-ce qui fait que ces étoiles émettent de la lumière? On imagine qu'il y a un rapport avec la température. Alors, comment je fais défiler mes diapositives? Voilà. Donc, on va regarder quelle est la source d'énergie des étoiles finalement. OK. Alors, pendant longtemps, on ne savait pas, et en fait, c'est que depuis un peu plus d'un siècle qu'on connaît effectivement la source d'énergie des étoiles. Pendant longtemps, la source d'énergie qu'on connaissait, alors bien sûr, c'était soit le soleil qui nous chauffe quand on est sur la plage l'été, mais sinon, quand c'est l'hiver et que le soleil ne chauffe pas beaucoup, avec quoi on chauffe? Eh bien, on va chauffer avec du bois, du charbon, éventuellement du pétrole maintenant. Et donc, on peut essayer d'imaginer que finalement, peut-être que ce qui serait la source d'énergie d'une étoile, eh bien, ça serait le charbon qui est à l'intérieur. C'est-à-dire la matière, si vous voulez, qui va se consumer en dégageant de l'énergie, comme quand on fait un feu, quoi.
Alors, on peut essayer de faire un calcul à partir de là. C'est-à-dire, on peut essayer de prendre, imaginons qu'une étoile comme le Soleil soit entièrement composée de charbon. Et puis que ce charbon, en fait, comme dans un feu, il est en train de brûler. Donc, en brûlant, il dégage de l'énergie. Alors, on est capable de mesurer cette énergie. Je vous la donne ici, c'est 35 millions de joules par kilogramme. Vous prenez 1 kilogramme de charbon, vous allez dégager 35 millions de joules, 35 mégajoules. OK, alors si maintenant on prend un tas de charbon qui a la masse du Soleil, donc la masse du Soleil, c'est 2 10 puissance 30 kg, c'est assez gros, et bien on va multiplier les deux, donc on va multiplier la masse par l'énergie émise par 1 kg de masse, et on va trouver une énergie qui est de 7 10 puissance 37 joules. OK. Alors après, ce qu'on peut faire, c'est mesurer combien le Soleil rayonne, c'est-à-dire combien le Soleil émet d'énergie sous forme de lumière. Et donc, on peut mesurer ça, et on trouve 3,5 10 puissance 26 joules à chaque seconde. Donc du coup, si on imagine que le Soleil est complètement fait de charbon, ça veut dire qu'en tout, dans toute sa vie, une fois qu'il aura brûlé tout son charbon, il peut fournir 7 10 puissance 37 joules, et qu'on sait qu'à chaque seconde, il en fournit 3,5 10 puissance 26. Donc, il suffit de diviser les 7 10 puissance 37 par 3,5 10 puissance 26 pour trouver combien de temps va mettre le Soleil à brûler tout son charbon. Et donc, si on fait ce calcul-là, on trouve la durée de vie du Soleil, qui serait composée entièrement de charbon, qui est de 2 10 puissance 11 secondes. OK, 2 10 puissance 11, ça fait 200 milliards de secondes. Comment est-ce qu'on convertit ça en années? Il suffit de diviser par le nombre de secondes dans une heure, le nombre d'heures dans une journée, le nombre de journées dans une année, 365 jours par an. Donc, on divise par 365, par 24, et puis 2 fois par 60, et on trouve 6000 ans. Pour le coup, c'est tout petit, quoi. C'est-à-dire que si le Soleil était entièrement composé de charbon, il brûlerait pendant 6000 ans. Et ce n'est pas le cas. On sait que la Terre est beaucoup plus vieille que ça, donc le Soleil est beaucoup plus vieux que ça. Donc la combustion, c'est-à-dire le fait de brûler, voyez, de la matière, comme on le fait dans notre cheminée, ce n'est pas ça qui peut être la source d'énergie d'une étoile comme le Soleil. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Bon, le Soleil est formé à partir d'une masse de matière, principalement de l'hydrogène, en fait. Et comment naît le Soleil? Le Soleil, c'est une masse de matière qui va s'effondrer sur elle-même. C'est-à-dire que si vous avez une masse comme ça dans l'espace, à partir d'une masse qui est à peu près 20% de la masse du Soleil, cette masse, sous une perturbation, est susceptible de s'effondrer, de tomber, toute la matière va tomber vers le centre de l'étoile. Simplement parce que la matière s'attire, donc on a de la force gravitationnelle qui va agir sur les particules, les attirer les unes les autres, et au final, elles sont toutes attirées vers le centre. Donc, la masse, si vous voulez, de gaz au départ va se contracter. Donc, en se contractant, elle libère justement de l'énergie gravitationnelle. Alors, on est capable de calculer cette énergie gravitationnelle. L'énergie gravitationnelle, donc, c'est une constante, qu'on appelle justement la constante gravitationnelle, grand G. Et puis, ça varie comme le carré de la masse divisé par le rayon, divisé par la taille, quoi. Donc, si on fait ça pour le Soleil, on connaît sa masse, on connaît sa taille, on calcule l'énergie qui pourrait être dégagée par le Soleil sous le fait de cette contraction gravitationnelle, et on trouve 4 10 puissance 41 joules. Si on traduit ça en termes de secondes, connaissant l'énergie rayonnée par le Soleil chaque seconde, donc on va diviser par les 3,5 10 puissance 26 joules par seconde, on trouve 10 puissance 15 secondes. 10 puissance 15 secondes, si je traduis ça en années, ça fait 30 millions d'années. Donc 30 millions d'années, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que le Soleil existe depuis 30 millions d'années. Bon, c'est plus réaliste que les 6 000 ans qu'on avait tout à l'heure, mais ce n'est pas encore les plusieurs milliards d'années
qu'on sait être la naissance de la Terre. Alors, ça veut dire que cette source gravitationnelle, le fait que l'étoile naît à partir d'un nuage qui se contracte sur lui-même, eh bien, ça ne peut pas être la seule source d'énergie. C'est une source d'énergie, mais ça ne peut pas être la seule, et ça ne va même pas être la principale, puisqu'il faut aller de 30 millions d'années jusqu'à au moins 4,5 milliards d'années, puisque la Terre existe depuis 4,5 milliards d'années, et qu'elle s'est formée en même temps que le Soleil. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand ce nuage d'hydrogène est en train de se contracter sur lui-même, c'est vraiment de la matière qui s'effondre vers le centre du Soleil, eh bien, ce qui va se passer, c'est que la matière va se comprimer. On va comprimer de plus en plus la matière qu'il y a au centre du Soleil, puisque tout s'écroule vers elle. Donc, ça appuie de plus en plus. On va avoir la pression qui augmente, et si la pression augmente, c'est un peu comme dans votre pompe à vélo. Quand vous pompez avec votre pompe à vélo, vous voyez que la température de la pompe augmente. Eh bien, c'est dû à cet effet de compression. Ça va être la même chose au centre du Soleil. Au centre du Soleil, quand la matière s'écroule comme ça et va former l'étoile, eh bien, la température va monter. La température monte, monte, monte au cœur du Soleil jusqu'à atteindre une température qu'on appelle la température critique, qui est de 14 millions de degrés. Alors, on a du mal à imaginer ce que c'est, 14 millions de degrés. C'est très, très, très chaud. Qu'est-ce qui va se passer à ces 14 millions de degrés? Eh bien, l'hydrogène qui est présent au centre et qui va rentrer en collision avec les autres atomes d'hydrogène, avec des vitesses très, très importantes, à 14 millions de degrés, on a des vitesses faramineuses. Les collisions entre ces hydrogènes vont faire que ces hydrogènes vont donner naissance à des nouveaux atomes, à de l'hélium. C'est ce qu'on appelle les réactions de fusion nucléaire. Alors, on est capable de calculer quelle est l'énergie libérée lors de la fusion. Cette énergie, elle est de l'ordre de 7 puissance 14 joules par kilo. Vous voyez que c'est beaucoup plus que la combustion du charbon. La combustion du charbon, c'est 3, 5, 10 puissance 7. Ici, on est à 7, 10 puissance 14. 2 10 puissance 7 fois, c'est-à-dire 20 millions de fois plus que la combustion. La fusion dégage 20 millions de fois plus d'énergie que la combustion, et c'est cette énergie-là qui permet au Soleil de briller. Alors, qu'est-ce que c'est que ces réactions de fusion? Voilà, je vous montre sous forme d'un schéma. Alors, je ne vais pas aller dans tout le détail de ça, mais donc on a principalement de l'hydrogène dans le Soleil. Ce qui va se passer, c'est que ces atomes d'hydrogène, alors c'est plus que des atomes, c'est juste les noyaux, les électrons et les protons. Donc, c'est des protons, ces atomes d'hydrogène, c'est juste des protons. Eh bien, ces protons vont rentrer en collision les uns avec les autres. Je vais peut-être reprendre comme la semaine dernière, si je retrouve. Où est-ce que j'avais trouvé ça? C'était là. Un petit pointeur. Voilà. Vous voyez de quoi je parle. Non, vous ne devez pas voir ma flèche, je pense. Alors, donc ici, on a l'hydrogène, c'est-à-dire le noyau d'hydrogène, c'est un proton qui, à la température de 14 milliards de degrés, va rentrer en collision avec un autre proton. Et du coup, lors de cette collision, il va y avoir une transformation de la matière, et un des protons va se transformer en neutron, et le deuxième proton va rester collé à ce neutron. Et donc, on va former un nouveau noyau qui est formé d'un proton et d'un neutron. C'est ce qu'on appelle un noyau de deutérium. Mais ce noyau de deutérium, il n'est pas stable dans les étoiles. En effet, si vous avez d'autres protons qui sont là autour, rapidement, ce noyau de deutérium, il va rencontrer un autre proton, et de nouveau, on va avoir une réaction. Ce proton va se coller au noyau de deutérium pour former un noyau qui est formé de 2 protons et d'un neutron. C'est ce qu'on appelle du tritium. Lors de ces réactions-là, il y a de l'énergie qui est dégagée. Et c'est cette énergie qu'on va retrouver sous forme de lumière à la surface du Soleil.
Alors, l'histoire ne s'arrête pas là parce qu'une fois que l'on a formé effectivement ce tritium n'est pas stable non plus. Dès qu'il va rencontrer un autre tritium dans l'environnement, eh bien, la collision entre les deux va faire que l'on va former un nouveau noyau qui, lui, pour le coup, va être stable, qui est ce qu'on appelle un noyau d'hélium, et il va rejeter 2 protons. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la réaction de fusion de l'hydrogène, la réaction proton-proton, où on va avoir donc 4 protons qui vont réagir pour former un noyau d'hélium stable. Et lors de cette réaction, eh bien, on va dégager de l'énergie, alors principalement sous forme de rayons gamma, mais aussi sous forme d'autres particules, comme des neutrinos ou encore des positrons. Bon. Donc, dans cette réaction nucléaire, eh bien, on va dégager de l'énergie. Alors, c'est ce qu'on appelle, on fait un bilan de masse, c'est-à-dire que, en fait, si vous prenez l'énergie de 4 protons et que vous comparez à l'énergie d'un atome d'hélium, eh bien, cette énergie de 4 protons est supérieure à celle d'un atome d'hélium. Et du coup, ça veut dire que lors de la fusion de ces 4 protons, quand on forme un atome d'hélium, on va former un atome d'hélium et puis il y a un excès d'énergie. Et donc, c'est cet excès d'énergie que l'on va retrouver sous forme de lumière qui va sortir à la surface de l'étoile. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on va avoir dans les étoiles? Qu'est-ce qu'une étoile, finalement? Une étoile, c'est donc une boule de gaz qui est en train de s'effondrer sur elle-même. Et au centre de cette boule de gaz, la température est telle que l'on transforme la matière. Et lors de la transformation de cette matière, eh bien, on dégage de l'énergie. Et donc, du coup, ça empêche l'effondrement plus important, puisque l'énergie dégagée va s'opposer à l'effondrement des couches supérieures. Et donc, on va avoir un espèce d'état d'équilibre comme ça, entre un gaz qui est en train de s'effondrer et ces réactions nucléaires au centre qui libèrent de l'énergie. Donc, l'étoile va passer la plupart de sa vie dans cet état-là. Mais au bout d'un moment, l'étoile va avoir transformé tout son hydrogène en hélium. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, du coup, il n'y a plus de réactif, si vous voulez. Donc, il n'y a plus d'énergie qui va pouvoir se dégager. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'étoile va se remettre à s'effondrer sur elle-même. Donc, c'est ce qu'on appelle le stade d'évolution de l'étoile, d'évolution finale de l'étoile. En fait, donc dans ce stade d'évolution finale, l'étoile va se remettre à s'effondrer sur elle-même sans qu'il y ait de source d'énergie à l'intérieur de l'étoile. En faisant ça, en fait, les couches superficielles de l'étoile vont avoir tendance à s'étendre dans l'espace. Et donc, on va former ce qu'on appelle une géante rouge. D'accord? On a le cœur de l'étoile qui s'effondre sur lui-même et au contraire, les couches supérieures de l'étoile qui s'étendent dans l'espace qui entoure l'étoile. Mais alors, si le cœur de l'étoile s'effondre sur lui-même, ça va faire que la température au centre de l'étoile va se remettre à augmenter. On va dépasser les 14 millions de degrés. Et au bout d'un moment, la température va être telle que l'on va pouvoir allumer les réactions de fusion de l'hélium. Donc, comme pour l'hydrogène, eh bien, à partir d'une certaine température, l'hélium va pouvoir fusionner pour donner un nouvel élément. Donc, à partir de 2 atomes d'hélium, de noyaux d'hélium, eh bien, on va former un nouvel élément qui va être le beryllium. Alors, le beryllium n'est pas très stable au sein des étoiles, et donc rapidement, en fait, ce beryllium va de nouveau réagir avec l'hélium pour former du carbone. Et c'est de là que provient le carbone qui nous compose, par exemple. Vous savez qu'on est formé principalement de matière carbonée, en plus de l'eau. Eh bien, ce carbone, il est formé à l'intérieur des étoiles
lors des évolutions finales des étoiles, on a cette température qui peut monter et créer la fusion de l'hélium qui va mener à la synthèse du carbone. Et puis, une fois qu'on a brûlé tout l'hélium qui avait été formé à partir de l'hydrogène, eh bien, de nouveau, la fusion va s'arrêter. Donc, on a formé du carbone, OK. Les couches superficielles continuent à s'étendre dans l'espace, OK. Et au centre de l'étoile, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si la masse est suffisante, le cœur va de nouveau s'effondrer sur lui-même. Et donc, la température va se remettre à augmenter. Et si la température augmente suffisamment, eh bien, à ce moment-là, le carbone va pouvoir réagir éventuellement avec l'hydrogène qui est présent. Il reste toujours un petit peu d'hydrogène. On en a brûlé la plupart, mais il y a toujours un petit bain d'hydrogène présent et ce carbone va pouvoir réagir avec l'hydrogène pour former de l'azote. Et puis cet azote, éventuellement, il va pouvoir réagir avec l'oxygène, avec l'hydrogène pour pouvoir aussi former de l'oxygène. Et donc, c'est à partir de là de ces réactions nucléaires au sein des étoiles qu'on va pouvoir former le carbone, l'azote, l'oxygène et en fait tous les éléments jusqu'au fer. Donc, tous les éléments qui existent dans la nature, jusqu'au fer, sont produits à partir d'étoiles qui ont des masses au moins égales à, allez, je dirais la moitié de la masse du Soleil. Quand c'est plus petit, on ne peut plus avoir une température suffisante pour brûler l'hydrogène, mais on va brûler le deutérium. Donc, bon, ça fait quand même des étoiles, même si c'est plus petit que cette masse-là. Mais néanmoins, toute la matière, tous les éléments, à part l'hydrogène et une partie de l'hélium, vont être formés à l'intérieur des étoiles et vont ensuite s'étendre dans l'espace qu'il y a autour. Donc, c'est cette fusion jusqu'au fer qui va donner ce qu'on appelle tous les noyaux légers. Et puis ensuite, on a tous les atomes qui sont plus lourds que le fer. Comment ceux-là sont produits? Une fois que vous avez dépassé le fer, vous avez beau contracter l'étoile, la température ne devient plus suffisante pour qu'on puisse avoir fusion du fer pour former de nouveaux éléments. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? L'étoile va continuer à s'effondrer. Et elle va s'effondrer jusqu'à ce qu'on ait en fait un espèce de rebond où l'étoile va exploser. Cette explosion de l'étoile, c'est ce qu'on appelle une supernova. Ça va faire un flash lumineux. Ouais, je reviens ensuite sur les trous noirs. Et je vais finir juste sur mon explosion là. Ça va faire un flash lumineux et en même temps, ça va émettre des protons et des neutrons dans l'espace. Ces protons et ces neutrons, ils vont venir impacter l'enveloppe de l'étoile ici. D'accord? On a des protons et des neutrons qui, lors de l'explosion, vont être éjectés à très grande vitesse. Ils vont venir impacter l'enveloppe de l'étoile dans laquelle on trouve tous les éléments jusqu'au fer. Et donc, ils vont venir s'additionner par impact sur ces éléments jusqu'au fer. C'est ce qu'on appelle les processus RPS, par capture de protons. Et donc, on va former comme ça tous les éléments lourds jusqu'à l'uranium. Donc, tous les éléments plus lourds que le fer, en fait, sont formés lors de stades d'étoiles qui sont des supernovas. Donc, en fait, mis à part l'hydrogène et l'hélium, tous les éléments vont être synthétisés dans l'étoile. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui va rester ensuite de l'étoile? Alors, si on a une étoile qui a une masse similaire au Soleil ou un peu plus, mais pas plus de 5 à 10 masses solaires, eh bien, à ce moment-là, on va brûler tous les éléments, on va former une géante rouge, et puis en fait, ici, on n'atteindra jamais la température suffisante pour qu'on ait une explosion de l'étoile. Et donc, ce qui va rester au centre, eh bien, c'est une espèce d'étoile très dense qui va avoir à peu près la taille de la Terre
avec des densités beaucoup plus importantes, mais qui va rayonner assez peu d'énergie et qui va finir par s'éteindre tranquillement. C'est ce qu'on appelle une naine blanche. Si la masse est supérieure à ça, donc ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir ce phénomène de rebond et d'explosion, et il va rester au centre de l'étoile, ce qu'on appelle une étoile à neutrons, donc un cœur très dense, fait simplement de neutrons, qui va, de la même façon, eh bien, continuer à émettre de l'énergie. Alors, c'est un cœur qui va tourner très vite sur lui-même, qui va émettre des pinceaux d'énergie. C'est à partir de là qu'on va avoir eh bien, justement les étoiles à neutrons que l'on peut détecter à partir de leur rayonnement dans le domaine radio. C'est ce qu'on appelle les pulsars. Et puis, si la masse est suffisamment grande, encore plus grande, eh bien, à ce moment-là, ce qui va rester au centre va être tellement dense que la lumière qui est émise par ce cœur très dense ne va plus pouvoir sortir du cœur. Alors, on reparlera de ça un petit peu quand on va attaquer la cosmologie et notamment le modèle cosmologique tiré de la théorie de la relativité générale d'Einstein. Mais pour le dire simplement, si vous avez dans l'espace une masse présente, eh bien cette masse déforme l'espace, va introduire une courbure dans l'espace. Et donc, si la masse est suffisante, eh bien la courbure de l'espace est telle que, en fait, tout rayon lumineux qui essaye de s'échapper va suivre des trajectoires qui ne vont jamais sortir de cette courbure. Et donc, du coup, eh bien, ça va donner ce qu'on appelle un trou noir, c'est-à-dire une étoile qu'on ne voit pas, qui n'émet pas de lumière, mais par contre, qu'on va pouvoir éventuellement détecter comme étant présente parce que ça fait une masse qui est présente dans l'espace et donc cette masse, elle va attirer les autres masses autour. Et c'est à partir des autres masses autour, du mouvement des autres masses autour, qu'on va pouvoir eh bien, justement déterminer cette présence de trous noirs. Alors bon, depuis la construction récente d'interféromètres dans l'espace, on peut aussi détecter ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles éventuellement quand on va avoir ces trous noirs qui vont éventuellement fusionner avec d'autres trous noirs. Lors de cette fusion, il y a un dégagement d'énergie gravitationnelle et on va pouvoir éventuellement détecter ces ondes gravitationnelles. David, est-ce que ça répond à votre question? Oui? OK. OK, donc finalement, qu'est-ce qu'on a comme scénario de vie et de mort des étoiles dans l'espace? Les étoiles vont trouver leur naissance à partir de ce qu'on va appeler des nuages interstellaires. Donc, un nuage interstellaire, on en voit ici une photo. En fait, ce qu'on voit, c'est juste qu'on a une région de l'espace ici qui est complètement opacifiée par la présence de gaz et de poussière qui sont là, dans cette région de l'espace. C'est ce qu'on appelle donc un nuage interstellaire, un nuage qu'on a entre les étoiles. Et c'est dans ces nuages interstellaires que vont naître les étoiles. En effet, dans ces nuages interstellaires, on va avoir éventuellement des masses à des endroits particuliers qui vont être suffisantes pour dépasser une masse critique qui va, si on a une perturbation autour, pouvoir s'effondrer sur elle-même. C'est lors de cet effondrement d'une partie du nuage sur lui-même que l'on va former une étoile et éventuellement un système planétaire autour. Et donc, à partir de ces nuages, eh bien, on va avoir comme ça des flambées d'étoiles qui vont donner éventuellement des amas d'étoiles, donc un certain nombre d'étoiles qui sont nées quasiment au même moment, qui vont avoir une certaine distribution en masse. On peut avoir un petit peu toutes les masses
disponible, il y a une certaine probabilité, si vous voulez, de chacune des masses. Mais en tout cas, on va donc former ces étoiles et le gaz autour va disparaître finalement, puisqu'il va être capté par ces étoiles en formation. Donc finalement, voilà un petit peu une histoire comme l'histoire du Soleil. Alors ici, j'ai mis une petite échelle de temps. Donc à partir du nuage qui s'effondre sur lui-même, on va former au cœur du nuage une étoile, avec autour donc un nuage de gaz et de poussière qui va lui former les planètes. Et puis ensuite, donc, on va arriver dans un stade où l'étoile va être dans son état d'équilibre qui va perdurer pendant, ça dépend de la masse de l'étoile, mais pour une étoile comme le Soleil, pendant quelques 10 milliards d'années. Et puis au bout de 10 milliards d'années, une étoile comme le Soleil aura brûlé tout son hydrogène et donc le cœur va se contracter, l'enveloppe va se détendre, on va former une géante rouge et puis ensuite, il va rester au centre une naine blanche et autour ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire, c'est-à-dire, donc c'est ce qu'on voit sur la photo en dessous là, on voit une nébuleuse planétaire, c'est quoi? Ce sont justement ces couches externes de l'étoile qui s'étendent dans l'espace et qui se refroidissent lors de cette expansion et qui vont aller alimenter justement les nuages interstellaires qu'il va y avoir autour. Et puis, c'est ensuite cette matière-là qui va être reprise par les étoiles de la génération suivante pour former de nouvelles étoiles. Et c'est comme ça que dans l'univers, on va enrichir l'univers en éléments lourds au cours du temps. Ok, j'avais parlé un petit peu de ça quand on avait parlé des distances je ne sais plus, ou des étoiles, des différentes tailles d'étoiles, qu'une étoile pouvait avoir, comme le Soleil, une taille qui allait s'étendre jusqu'à une unité astronomique, c'est-à-dire que ici, une étoile comme le Soleil engloberait la Terre quasiment à la fin de sa vie. Ok, donc ça veut dire qu'on va finir finalement dans l'enveloppe de notre étoile, le Soleil, mais on a le temps puisque ce sera dans à peu près 4 à 5 milliards d'années. Donc les choses ont le temps d'évoluer d'ici là. Et puis ensuite, donc c'est cette matière qui va aller enrichir l'univers en éléments plus lourds. Ok, donc qu'est-ce qui va rester à la fin de l'histoire de l'étoile? Donc si on a une étoile moyenne, c'est-à-dire une étoile de type solaire, quelques masses solaires, pas beaucoup plus, l'étoile va briller avec une couleur jaune pendant toute sa vie. Alors jaune plus ou moins bleuté, plus ou moins blanc, ou plus ou moins rouge, c'est un peu moins chaud que le Soleil. Mais en tout cas, elle va finir comme une étoile géante, c'est-à-dire synthétiser de l'hélium à l'intérieur, éventuellement du carbone, de l'azote, de l'oxygène, pour ensuite éjecter ces couches superficielles et il va perdurer ici simplement une naine blanche. Une naine blanche, en fait, c'est un gaz d'électrons dégénérés. Bon. C'est des électrons, en gros, qui se forment d'un nuage. Si l'étoile est plus massive, à ce moment-là, sa couleur va être plus bleue. Et puis, donc, elle va aussi faire une étoile géante. Alors, on appelle ça une super géante parce que c'est encore plus gros que une étoile comme le Soleil qui ferait une unité astronomique. Ça peut aller jusqu'à, on avait vu sur Bételgeuse, 5 unités astronomiques. Et vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Je ne sais pas qui parle. C'est pour me faire chier. Allô? Si vous pouvez couper votre micro. Comment? Nicolas, tu y vas, il va dans sa chambre. Je suis là. Ah, il va à la soirée. Je peux pas y aller. Allô? Alors, je ne sais pas qui parle. Pas moi. Vous êtes combien là, 300?
Non, t'es fou, on est 30. Ah, c'est que ta Vous êtes classe. 30, 35. Vous êtes 35, je ne sais pas qui parle, mais… Ce qu'il fait, il joue à la FIFA pendant. Alors, Ça qui n'a pas coupé son micro? Vous êtes obligé d'aller chercher. Un peu dommage, on perd du temps là. Ok, merci Ulysse. Ok, donc si l'étoile est plus massive que le Soleil, hein, typiquement 5 à 10 masses solaires ou plus, eh bien, elle va finir comme une étoile supergéante. Et puis finalement, elle va finir par exploser en supernova. Et le reste de l'étoile, eh bien, ce sera soit une étoile à neutrons, soit, si la masse est supérieure à 15 masses solaires, un trou noir. Alors, un petit exemple de vécu de supernova. Donc, en 1987, hein, on a pu observer en direct, en fait, une étoile qui a explosé dans le ciel. Alors, bon, depuis, on en a observé un certain nombre, hein. Mais là, on a des belles photos de celle-là. On a pu la suivre pendant toute son évolution. C'était même visible à l'œil nu, cette lumière. Donc, dans le grand nuage de Magellan, hein, nuage de Magellan, vous savez, c'est cette petite galaxie satellite de la nôtre. Eh bien, on a pu voir, avant, donc on avait simplement une étoile qui était présente, et puis au moment de l'explosion, donc on a vu cette luminosité qui a augmenté avec un très grand facteur, très très rapidement, pour ensuite décroître. Et on suit encore aujourd'hui hein, l'évolution de cette étoile-là, notamment pour suivre eh bien, la synthèse des éléments dans son enveloppe. Alors voilà un autre exemple. Alors là, pour le coup, ben, c'est une étoile qui est rapportée comme étant une explosion de supernova qui était visible en plein jour par les Chinois autour de l'an 1000, en 1054 exactement. Et donc, ce qu'on peut en voir aujourd'hui, eh bien, ce sont justement ces couches superficielles qui ont été, explosées, si vous voulez, qui sont parties avec des vitesses faramineuses lors de l'explosion de l'étoile. Et vous voyez, cette matière, elle a des vitesses qui peuvent atteindre le millier de kilomètres par seconde. Et donc, elle continue aujourd'hui de s'étendre dans l'univers. Et elle va aller alimenter les nuages interstellaires qu'il y a autour. On a pu détecter l'étoile à neutrons qu'il y a au centre à partir de son émission radio, justement, ce qu'on appelle le pulsar. Ah ben voilà, ça termine pour ces étoiles. C'est quoi ces traits rouges là? C'est moi qui ai fait ça? C'est moi qui ai fait ça ou pas? Non, je crois pas. Hein. Je sais pas. Je vais les effacer. Ok. Donc voilà qui termine pour ce que je voulais vous raconter sur les étoiles. Alors, ce qu'on va voir maintenant, donc, ça va être eh bien, ces structures qui regroupent les étoiles. Que sont, alors, que je trouve le bon, que sont les galaxies. Hop. Pas de questions sur les étoiles? Non? Ok. Alors, on va attaquer donc, le chapitre sur les galaxies. Donc, je vais vous donner quelques généralités sur les galaxies. Et puis ensuite, donc, on va aller regarder notre galaxie, qu'on appelle la Voie lactée. Et puis ensuite, on va aller voir que il n'y a pas que des galaxies comme la nôtre, hein, il y a différents types de galaxies. Et donc, on va regarder un petit peu toutes ces différentes morphologies, toutes les formes que peuvent prendre les galaxies. Et puis enfin, on parlera des amas de galaxies
et des collisions dans les galaxies. Et puis, on parlera aussi d'une composante de la galaxie assez particulière, qui est ce qu'on appelle la matière noire. Alors, on essaiera de comprendre ce que c'est que cette matière noire. OK. Alors, dans l'univers, vous l'avez compris, les étoiles ne naissent pas comme ça au hasard. Hein. Elles naissent à partir de ces nuages interstellaires. Ces nuages interstellaires sont eux-mêmes nourris par les étoiles qui sont en train d'évoluer, de mourir, si vous voulez. Et donc, en fait, les étoiles ne peuvent pas naître comme ça, indépendamment les unes des autres, isolées, mais elles vont être regroupées en amas. Donc, un amas d'étoiles, c'est ce qu'on appelle une galaxie. Alors, vous avez une photo, là. Tout ce que vous avez là sur la photo, tout ça, ce sont des galaxies. En fait, ces étoiles, elles sont liées les unes aux autres par leur attraction gravitationnelle, par leur masse, et donc elles vont apparaître comme étant en rotation autour du centre de la galaxie, où on va avoir une concentration d'étoiles importante. Aujourd'hui, on sait qu'au centre de beaucoup de galaxies de la taille à peu près de notre galaxie, qui est une grande galaxie, hein, ce n'est pas une petite galaxie que la Voie lactée, c'est une grande galaxie, eh bien, dans ce type de galaxie, on va avoir au centre de la galaxie des millions de masses solaires qui se rassemblent et du coup, on va former un trou noir supermassif. Donc, au centre de la galaxie, on sait qu'on a un trou noir qui est de l'ordre de 4 millions de masses solaires. Et on le sait parce qu'on peut étudier les étoiles qui sont en orbite autour de ce trou noir. Et ce trou noir, eh bien, fait varier la trajectoire de ces étoiles et va avoir tendance eh bien, à les attirer à lui pour les avaler. On pense qu'au centre de la plupart des grosses galaxies, donc, il existe des trous noirs supermassifs, hein, c'est-à-dire avec des millions de masses solaires. OK, mais alors de quoi sont composées les galaxies? Les galaxies, elles ont en gros 3 composantes. Les étoiles. Alors, ces étoiles, ce sont en fait du gaz et de la poussière, hein, puisque c'est issu des nuages interstellaires. Donc, les étoiles, c'est... Je devrais peut-être commencer par les nuages interstellaires. Alors, on a des nuages formés de gaz et de poussière. Donc, le gaz, c'est principalement de l'hydrogène à 80%, un peu d'hélium à presque 10%, 9%. Et puis ensuite, les éléments plus lourds qui ont été synthétisés par des étoiles par des cycles précédents. Et ces nuages, pour certains, quand la masse devient suffisante et qu'il y a une perturbation qui vient bouger, choquer le nuage, eh bien, une partie du nuage va pouvoir s'effondrer et former des étoiles. Donc, en gros, les galaxies, hein, elles sont formées de gaz, de poussière, et puis de ce gaz et de cette poussière qui se regroupent en un point de l'espace pour former les étoiles. Mais on va aussi avoir une autre composante qui est ce qu'on appelle la matière noire. Alors, la matière noire, vous voyez, je vous la représente comme ça. C'est simplement pour dire que c'est de la matière vraiment noire, hein, c'est-à-dire qui n'est pas lumineuse, qui n'émet pas de lumière. C'est une matière qu'on sait présente, mais qui n'émet pas de lumière. Un peu comme les trous noirs, quoi, finalement. Alors, notre galaxie, hein, nous, notre étoile, le Soleil, se trouve à la périphérie, alors on va dire à peu près à la moitié, hein, du disque galactique. Quand on regarde le ciel, la nuit, si vous avez la chance d'aller regarder un ciel dans une région où il y a très peu de lumière, eh bien, vous allez pouvoir voir une bande laiteuse, c'est-à-dire une bande un peu blanchâtre, qui va couper le ciel. C'est ce qu'on voit sur cette photo-là. Vous voyez cette bande
ici, donc qui va couper le ciel comme ça, eh bien, en fait, cette bande laiteuse, c'est ce qu'on appelle la Voie lactée. C'est notre galaxie. En fait, cette bande, c'est simplement que nous, on est à l'intérieur de la galaxie, et donc on va voir la galaxie par la tranche. Donc déjà, ça nous dit que la galaxie, ce n'est pas quelque chose de sphérique, hein, c'est plutôt quelque chose qui va prendre la forme d'un disque, hein, puisqu'on va avoir une certaine épaisseur ici. Bon, alors par contre, après, nous, on la voit tout autour de la Terre, hein, bien sûr, puisqu'on est au milieu de cette galaxie. Mais néanmoins, ici, on a l'impression de voir une espèce de couleur laiteuse, hein, d'où le nom d'ailleurs, de Voie lactée. Mais si on zoome, eh bien, on va s'apercevoir que en fait, cette couleur, donc, qui a l'air de ressembler à des nuages ici, eh bien non, si on zoome de plus en plus, ce dont on va s'apercevoir, c'est que en fait, ce sont simplement une superposition de la lumière des étoiles qui composent la galaxie. C'est simplement qu'on ne distingue pas les étoiles les unes des autres, parce qu'on n'a pas un zoom assez grand avec notre œil. Mais si vous prenez un télescope et que vous êtes capable de zoomer, eh bien, vous allez voir que tout ça, ce ne sont que des étoiles finalement. Des milliards et des milliards d'étoiles qui vont composer cette galaxie. Alors en fait, notre Voie lactée est une galaxie assez particulière qui est ce qu'on appelle une galaxie spirale, une spirale barrée. Donc ça prend ici, vous voyez la forme d'une spirale. On voit ici donc le centre de la galaxie et puis autour des bras qui s'enroulent autour du centre de cette galaxie. Notre étoile, le Soleil, se trouve ici dans un des bras spiraux de la galaxie. C'est dans ces bras spiraux que actuellement naissent la plupart des étoiles. Alors, si maintenant on regarde, alors, combien d'étoiles vont composer la galaxie? On pense que dans la galaxie, il y a à peu près 1000 milliards de masses solaires. 1000 milliards de masses solaires, alors bien sûr avec une certaine distribution pour chacune des étoiles, hein, de leur masse. Et donc, on va avoir de l'ordre de 400 milliards d'étoiles dans la galaxie. OK, si on regarde maintenant la galaxie par la tranche, donc ça va former un espèce de disque, comme ça, une espèce de coupole, vous voyez, comme une sous-tasse, ou comme deux sous-tasses plutôt, collées l'une à l'autre, avec au centre ce qu'on appelle le bulbe galactique. Donc, c'est au centre de ce bulbe galactique qu'on va trouver le trou noir supermassif au centre de la galaxie. Mais autour, on va aussi trouver des étoiles. Et puis ensuite, donc, on va avoir un disque galactique qui, vu du dessus, se présente sous forme de bras spiraux. Et puis, on va trouver aussi autour, donc dans une espèce de coquille sphérique, eh bien, un certain nombre d'amas d'étoiles. Mais ces amas d'étoiles sont des vieilles étoiles. Vous voyez la taille à peu près d'une galaxie comme la nôtre, 100 000 années-lumière. Et nous, on se trouve à peu près à 25 000 années-lumière du bord. D'accord? Le rayon, c'est donc 50 000. Donc, vous voyez qu'on se trouve à peu près à la moitié entre le centre de la galaxie et le bord de la galaxie. OK. Alors, le halo galactique, si je commence par ça, donc c'est une espèce de coquille sphérique qui englobe la galaxie, qui donc fait un diamètre de 100 000 années-lumière de diamètre, cette sphère. Ça représente seulement à peu près 20% de la masse de la galaxie. C'est-à-dire que 80% de la masse de la galaxie se trouve dans le disque galactique. Mais néanmoins, on a quand même ces petits 20% qui se trouvent autour, dans une coquille sphérique, autour du disque galactique. Ça représente, et en général, ce sont des étoiles qui sont plutôt des étoiles âgées. D'accord? Ce ne sont pas des étoiles qui viennent de naître, c'est des étoiles qui ont déjà plusieurs milliards d'années, voire dizaines de milliards d'années.
Ensuite, on va avoir donc le disque galactique. Donc, c'est là où on va avoir les bras spiraux. Le diamètre, donc, c'est 100 000 années-lumière. L'épaisseur, c'est de l'ordre de 1000 années-lumière, voire 2000, 3000 années-lumière. Donc, vous voyez que la galaxie, en fait, est beaucoup plus grande, beaucoup plus large que épaisse. L'épaisseur est relativement faible, due au fait de la rotation sur elle-même. C'est un peu comme quand une étoile se forme. Autour de l'étoile, vous allez former un disque de poussière dans lequel vont se former les planètes. Eh bien, dans une galaxie, on a un peu le même système. Simplement, c'est autour du bulbe galactique qu'on va trouver donc ce disque galactique dans lequel vont aller se former les étoiles. Ça représente 70% de la masse de la galaxie. C'est quasiment toute la masse de la galaxie. C'est là où on trouve les bras spiraux et c'est là où se forment les étoiles. Donc, c'est là où on va trouver les étoiles jeunes. Et puis enfin, donc on a le centre de la galaxie, ce qu'on appelle le bulbe galactique. C'est là où on a donc ce trou noir supermassif éventuellement au centre. Donc on a ici une très grande densité d'étoiles, mais là aussi, ce sont principalement des étoiles qui se sont formées il y a longtemps. On repère assez peu d'étoiles en formation dans ce bulbe galactique. OK. Alors ensuite, ça c'est pour des galaxies comme la nôtre, qui vont avoir des tailles de l'ordre de 100 000 années-lumière. Mais néanmoins, on a vu aussi qu'autour de nous, il existait des plus petites galaxies, notamment le grand nuage de Magellan et le petit nuage de Magellan. Eh bien, en fait, ce sont des galaxies qui sont en fait des galaxies satellites de la nôtre. Un peu comme la Lune est le satellite de la Terre, eh bien, pour les galaxies, c'est pareil. On va avoir des petites galaxies qui vont être en interaction gravitationnelle avec des grosses galaxies. Alors, on en découvre de plus en plus de ces petites galaxies. On a même découvert des galaxies qui étaient situées à moins de 50 000 années-lumière. En 1994, on a découvert une galaxie naine qui était à 70 000 années-lumière. On en découvre encore maintenant. On a même pu établir qu'un certain nombre de ces galaxies naines, en fait, traversent même le disque galactique. OK. Si on s'éloigne un peu, on va trouver d'autres galaxies. Ces d'autres galaxies qui, pour certaines, vont avoir un peu la même taille que notre galaxie, la Voie lactée, donc des galaxies qui vont avoir des tailles de 100 000 années-lumière, mais elles vont être quand même beaucoup plus éloignées. Les galaxies satellites vont être des galaxies qui vont être à quelques centaines de milliers d'années-lumière. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des galaxies qui sont à peu près à la même distance que la taille de la galaxie. Donc ça va faire des galaxies satellites. Mais néanmoins, si on regarde un petit peu plus loin, c'est-à-dire sur une échelle 10 à 20 fois plus grande, eh bien, on va rencontrer des amas de galaxies. Je vais en reparler après. Alors, pour l'instant, on va aller regarder les différents types de galaxies qu'on peut observer autour de nous. Alors, on va avoir en gros 4 grands types de galaxies. Donc, les galaxies spirales, celles-là, je vous en ai parlé, c'est des galaxies de type comme la Voie lactée. On va aussi observer les galaxies irrégulières. Donc, ça, c'est des galaxies de type galaxie satellite, un petit peu, comme on a vu le nuage de Magellan. Là. Ça n'a pas vraiment une forme bien définie. Si vous regardez ici, ça a une forme un petit peu entre le pas de forme et un peu une ellipse. Et puis ensuite, donc, on va avoir des galaxies qui sont vraiment des galaxies elliptiques. Et puis enfin, on va rencontrer un type un peu particulier qui sont les galaxies lenticulaires. Alors, on va voir ça en image. En fait, on a identifié donc, ces différents types. Du coup, on les a nommés pour pouvoir les classifier. Donc, on a classifié les galaxies donc en 4 types, dont 3 sont représentés ici, puisque le dernier, c'est un type dans lequel la galaxie n'a pas de forme, une forme irrégulière en tout cas. Donc, on n'a pas pu lui donner une certaine morphologie.
Donc, la morphologie qu'on va rencontrer pour les galaxies, c'est soit les galaxies elliptiques, soit des galaxies spirales, soit des galaxies un petit peu intermédiaires, qui sont des galaxies lenticulaires. Alors, pour les galaxies elliptiques, on va les noter E, comme elliptique, et puis ensuite, on va mettre un numéro derrière. Alors, si c'est 0, c'est qu'en fait, c'est un cercle. Si le numéro augmente, donc ici, par exemple, 3 ou 7, 3, bah, ça veut dire qu'il y a un des côtés de la galaxie qui est 3 fois plus grand que l'autre. Ou encore ici, c'est-à-dire une ellipse qui a un axe, le grand axe de l'ellipse est 3 fois plus grand que le petit axe. Ou alors ici, 7 fois plus grand que le petit axe. Donc ça fait une ellipse très aplatie. Donc on va comme ça classer les galaxies en fonction de leur morphologie. Et puis ensuite, donc, on va avoir les galaxies spirales qui vont avoir aussi différentes morphologies en fonction, de la manière dont leurs bras spiraux s'enroulent. Si leurs bras spiraux sont enroulés très serrés, on va appeler ça une galaxie SA, pour spirale A. Et puis, si les bras spiraux sont un peu plus détendus dans l'espace, un peu moins serrés, on va appeler ça SB, et encore moins serré, on va appeler ça SC. Et puis ensuite, il peut arriver que ces galaxies spirales, eh bien, elles aient, comme la nôtre, en leur milieu, un bulbe important avec une espèce de barre d'étoiles. C'est ce qu'on va appeler des spirales barrées. Et donc, là encore, on va avoir les 3 types A, B, C de ces spirales barrées selon la forme des bras spiraux. Et puis enfin, on va avoir le dernier type de galaxie qu'on appelle lenticulaire, un peu un type intermédiaire entre les galaxies elliptiques et les galaxies spirales. Donc, c'est des galaxies qui ont un bulbe au centre, comme les galaxies spirales, mais qui n'ont pas de bras spiraux. Simplement, elles vont avoir une espèce de forme elliptique barrée ici par des régions plus sombres, qui sont certainement des régions dans lesquelles on a pas mal de poussière qui absorbe la lumière. On appelle ça le type S0. Alors, attention à ce que la classification que vous avez ici à l'écran est une classification en fonction de la forme. Mais en aucun cas, ça n'indique une classification comme une évolution des galaxies. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une galaxie qui va naître comme une galaxie elliptique E0, puis se transformer en galaxie E3, puis E7, puis passer par le stade lenticulaire pour finir comme une spirale. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les galaxies se forment avec un certain type, elliptique, spirale, et puis ensuite, elles vont être structurées par un autre phénomène qui est le phénomène de collision entre les galaxies. Alors, si je vais un petit peu plus dans le détail, mais je vais passer très rapidement parce que je voudrais avancer quand même sur les types de galaxies. Donc, les galaxies elliptiques vont avoir donc, des concentrations de milliards d'étoiles, pas vraiment de structure. Vous avez une image ici, d'une de ces galaxies, vous voyez. On a une luminosité qui est très forte au centre et puis qui diminue, donc qui devient de plus en plus diffuse, si vous voulez, quand on s'éloigne. Mais attention, tout ça, ce sont des étoiles. Si on zoomait, on verrait les différents types d'étoiles. Et donc, ce sont des galaxies de type E, avec ensuite un numéro selon le fait que cette galaxie est plus ou moins allongée en termes d'ellipse. Les galaxies lenticulaires, donc avec, comme je vous le disais, un bulbe au centre, et puis autour, donc un disque, mais par contre, pas de bras spiraux. C'est un peu une galaxie elliptique, c'est un peu une galaxie spirale sans bras spiraux, si vous voulez. Donc, on va l'appeler le type S0. Vous avez une très belle photo ici d'une galaxie lenticulaire qui doit être la galaxie du sombrero. Et puis enfin, donc, on a les galaxies spirales. Donc, je les ai décrites déjà tout à l'heure, puisque c'est typiquement la galaxie dans laquelle on est.
hein. Nous sommes dans une galaxie spirale, donc une spirale normale comme ça, ou encore une spirale barrée, avec, selon la forme des bras, différents types A, B, C, selon que les bras sont très resserrés, assez peu resserrés ou très étendus. Et puis enfin, on va avoir les galaxies irrégulières. Donc, vous voyez un type ici, hein, c'est des galaxies qui n'ont pas de forme particulière. La plupart de ces galaxies sont des petites galaxies. Et puis, elles n'apparaissent pas ici dans la classification parce que simplement, on va les appeler type I pour irrégulières si on veut, mais en tout cas, elles n'ont pas de forme particulière. Alors, si on regarde en termes de probabilité, si vous regardez l'espace, quelle est la probabilité de trouver tel ou tel type de galaxie? Eh bien, la plupart des galaxies que vous allez trouver vont être des galaxies, pour 80% quasiment, des galaxies spirales, des galaxies comme la nôtre. Donc, finalement, notre galaxie est un type de galaxie assez commun. Les tailles de ces galaxies s'étendent entre 15 000 et 800 000 années-lumière. La nôtre fait 100 000. On peut avoir des tailles qui vont aller jusqu'à 8 fois la taille de notre galaxie, ou encore des galaxies qui vont être quasiment un dixième de notre galaxie. Le second type de galaxie qu'on va rencontrer, c'est des galaxies elliptiques qui vont représenter quasiment la plupart des autres, 20% de l'ensemble des galaxies. Elles vont avoir des tailles très variables, souvent plus petites que les galaxies spirales. Elles commencent à 3 milliers d'années-lumière, donc vraiment des toutes petites galaxies. 3 000 années-lumière, c'est tout petit pour une galaxie, mais elles peuvent aller jusqu'à des tailles qui font 650 000 années-lumière. Et puis enfin, on a les galaxies irrégulières, donc type galaxies satellites, grands nuages de Magellan, par exemple, pour ce qu'il y a autour de nous. Donc, c'est des petites galaxies, 3 à quelques dizaines de milliers d'années-lumière, et de forme irrégulière, avec assez peu d'étoiles qui les composent. Alors, voilà une image qui a été prise par Hubble. C'est une des images les plus sensibles, je dirais, qu'ait pu prendre Hubble. Hubble a fait une pause, donc a ouvert son télescope et a enregistré la lumière qui venait du fond du ciel pendant plus de 10 jours. Et il a pu, comme ça, accumuler ce qu'on appelle un deep field, c'est-à-dire vraiment la lumière qui provient de l'espace profond. Et on peut voir sur ce deep field tout un tas de galaxies, la plupart des étoiles, plutôt des sources lumineuses que vous voyez ici, ne sont pas des étoiles, mais sont des galaxies. Et vous voyez les différents types. Vous voyez ici, par exemple, au centre, on a cette galaxie elliptique, alors qu'ici, on peut voir cette galaxie spirale. OK. Alors, en fait, les galaxies, comme les étoiles ne sont pas seules, les étoiles vivent à l'intérieur des galaxies, eh bien, les galaxies elles-mêmes ne sont pas seules. L'attraction gravitationnelle entre les galaxies font que ces galaxies vont se regrouper entre elles et vont former ce qu'on appelle des amas de galaxies. Donc, nous sommes dans un amas de galaxies, l'amas de la Vierge. Cet amas de galaxies fait quelques 10 millions d'années-lumière de diamètre, et il va regrouper une trentaine de grosses galaxies. La galaxie la plus grosse, la plus similaire à nous et qui est proche de nous, c'est ce qu'on appelle la galaxie d'Andromède. Cette galaxie, elle se situe à 2,5 millions d'années-lumière de nous. Et cette galaxie d'Andromède, en fait, elle se rapproche de nous au cours du temps. Sa trajectoire, par rapport à notre propre trajectoire, les deux galaxies ici d'Andromède et la Voie lactée se rapprochent l'une de l'autre. OK.
ces amas de galaxies, comme ici, donc l'amas de la Vierge, ce qu'on appelle le groupe local de galaxies, eh bien, va lui-même être en interaction avec d'autres amas de galaxies, et ça va former ce qu'on appelle des superamas. Donc, les superamas, c'est des structures qu'on rencontre à des tailles qui vont être encore 10 fois plus grandes, donc à des tailles qui vont être de l'ordre de 200 millions d'années-lumière, et on va rencontrer une dizaine de milliers de galaxies à l'intérieur de ces superamas. Et puis ensuite, on va avoir des superamas de superamas, et on va avoir donc des structures qui vont s'étendre comme ça dans l'univers. Mais toutes sont liées, bien sûr, par la gravitation. OK. Ces galaxies qui composent l'univers, finalement, eh bien, elles vont rentrer en collision les unes avec les autres. Alors, juste pour vous rappeler, vous vous souvenez, quand on a étudié les étoiles, je vous avais dit, donc, une étoile, la taille d'une étoile, c'est de l'ordre de quelques minutes, quelques dizaines de minutes-lumière, ou quelques secondes pour les plus petites étoiles, bien sûr. Mais en tout cas, ça ne va pas dépasser quelques dizaines de minutes-lumière, on va dire. La distance entre les étoiles, par contre, elle se mesure en années-lumière. Donc, ça veut dire que la taille de l'étoile par rapport à la distance qui sépare les étoiles, c'est tout petit. Ou dit autrement, il y a très peu de chances pour que deux étoiles se rencontrent un jour. Des étoiles indépendantes. Parce qu'après, il y a des étoiles doubles qui sont liées l'une à l'autre, qui sont très proches et du coup qui vont se rencontrer au bout d'un moment. Mais des étoiles indépendantes, c'est-à-dire qui sont nées à partir de deux nuages distincts, de deux bouts de nuages distincts, eh bien, il y a très peu de chances pour qu'au cours de leur histoire, elles se rencontrent. La chance est quasiment nulle. Ce n'est pas le cas pour les galaxies. En effet, vous avez vu, la taille d'une galaxie comme la nôtre, c'est de l'ordre de 100 000 années-lumière. Et la distance entre les galaxies dans notre amas de galaxies, par exemple, avec Andromède, on a 2,5 millions d'années-lumière, c'est-à-dire à peu près 20 fois la taille de la galaxie. Ce n'est pas énorme. Ça veut dire qu'on a un corps, enfin plutôt on a deux corps, les deux galaxies, la galaxie d'Andromède et notre Voie lactée, qui ont des tailles, enfin plutôt qui sont distantes de seulement 20 fois leur taille. Dans ce cas-là, quand on a des objets aussi gros, aussi rapprochés, eh bien, il va pouvoir se produire des collisions entre ces galaxies. Et c'est effectivement ce qui arrive. C'est ce que vous avez ici sur le fond de l'écran. Vous avez ici une collision entre deux galaxies. Alors, j'aime bien celle-là parce qu'elle fait un cœur. C'est mignon. Vous avez au centre ici donc une image prise par… ça, c'est pris avec un télescope. C'est une image assez ancienne, avec un télescope sur Terre. Mais si on zoome et qu'on utilise un télescope spatial comme Hubble, eh bien, on va pouvoir voir ces deux galaxies-là qui sont en train de rentrer en collision. Alors, qu'est-ce qui se passe quand deux galaxies rentrent en collision? C'est-à-dire quand deux galaxies, en fait, se rapprochent l'une de l'autre. Ce qui va se passer, ce n'est pas que les étoiles de ces galaxies vont se rencontrer, puisque les étoiles sont tellement petites par rapport à la distance qui sépare les étoiles qu'elles n'ont aucune chance de se rencontrer, même lors de la collision de deux galaxies. Mais par contre, ce qui va pouvoir se passer, c'est que ces galaxies, elles sont composées d'étoiles, d'accord, mais aussi de nuages de gaz et de poussière. Ces nuages de gaz et de poussière, pour certains, ils sont dans un état un peu instable, ils ont des masses suffisantes pour s'effondrer, il leur suffirait de pas grand-chose, d'une perturbation, pour que ces nuages s'effondrent. Et c'est ce qui va se passer quand deux galaxies se rencontrent. Quand deux galaxies se rencontrent, elles vont se perturber l'une l'autre, et donc elles vont perturber les nuages à l'intérieur, et on va créer des flambées d'étoiles. Et c'est en fait ce qu'on voit sur cette image-là. Vous voyez qu'entre les deux galaxies, on a une espèce de bras qui va se rassembler, dans lequel on va trouver des flambées d'étoiles. Et même, vous voyez qu'ici, on a une trace d'étoiles qui semble suivre une des galaxies, ou en tout cas, eh bien, ça semble suivre la trajectoire de cette galaxie. Donc, en fait, lors de ces galaxies, ces deux galaxies sont certainement arrivées une par le haut, là, l'autre par le bas.
Et puis aujourd'hui, donc on les voit, elles sont très proches l'une de l'autre, mais déjà quand elles ont commencé à s'approcher, eh bien, on a eu des flambées d'étoiles qui ont été créées lors de cette collision entre galaxies. Alors, en fait, ce type de collision, eh bien, on s'attend même à ce que ça ait lieu pour nous, pour notre galaxie, dans un futur assez proche. Enfin, assez proche. On va voir les simulations qui ont été faites. Voilà un autre exemple d'une collision entre deux galaxies, une galaxie qui est arrivée là, qui arrive proche de cette galaxie-là, et vous voyez donc les flambées d'étoiles, soit entre les galaxies ici, soit sur la trajectoire, lorsque les deux galaxies se sont rapprochées l'une de l'autre. Donc ces flambées d'étoiles qui vont perturber finalement les galaxies, ça va transformer, si vous voulez, la forme de la galaxie. D'une galaxie spirale belle comme on peut voir dans la Voie lactée ou dans la galaxie d'Andromède, eh bien, les flambées d'étoiles vont faire apparaître des étoiles dans des régions qui ne sont plus seulement les bras spiraux, ça va apparaître un petit peu n'importe où, et puis ces galaxies vont finir éventuellement par fusionner l'une l'autre et ne plus former qu'une seule galaxie, une galaxie elliptique. Okay, donc, on pense que la morphologie finalement des galaxies est drivée par ces collisions entre galaxies et que les galaxies sont plutôt de forme spirale, mais que lors de collisions, eh bien, on peut former des galaxies elliptiques. Alors, on a même pu faire des simulations de ça pour notre propre galaxie et pour la galaxie d'Andromède. En effet, donc, c'est ce que vous avez ici. Aujourd'hui, vous avez en bas notre galaxie qui est sur cette trajectoire verte là, et en haut, la galaxie d'Andromède qui est sur cette autre trajectoire ici en haut. Mais ces galaxies sont en train de se rapprocher l'une l'autre. Et le code couleur que vous avez ici, c'est la densité d'étoiles. D'accord? Le nombre d'étoiles par unité de surface. Ces galaxies se rapprochent l'une de l'autre et dans 500 millions d'années, eh bien, elles se seront rapprochées un peu plus. Et dans 1 milliard d'années, alors attention, les échelles changent ici. Ici, on a sur cette échelle, entre les graduations ici, ça doit être 1000 mégaparsecs. Donc 2 millions d'années-lumière, c'est la distance, ici c'est la distance actuelle, 2,5 millions d'années-lumière. Et puis ici, vous voyez qu'elles se rapprochent, donc ici elles sont à peu près 2 millions d'années-lumière. Ici, elles se sont rapprochées encore, elles ne sont plus qu'à 1 million d'années-lumière. Dans 1 milliard d'années, nos deux galaxies seront dans 1 million d'années-lumière. Et ce qu'on peut voir dans la simulation, c'est que déjà, à cette distance-là, les galaxies commencent à se sentir. C'est-à-dire que l'attraction gravitationnelle de l'une sur l'autre va commencer à perturber la formation des étoiles à l'intérieur. Et puis, on voit que quand elles se rapprochent encore, donc ici, vous voyez, ici, on a 280, donc entre les deux, là, on a à peu près 500 millions d'années-lumière, pardon, 500 000 années-lumière. Donc, dans 1,5 milliard d'années, nous serons à 500 000 années-lumière de la galaxie d'Andromède. Et là, vous voyez, on commence à voir effectivement des flambées d'étoiles dans les galaxies qui vont augmenter encore au cours du temps. Quand elles vont s'approcher encore plus près, on va commencer à voir donc des déformations de ces galaxies. Vous voyez qu'on a des étoiles maintenant qui naissent un petit peu n'importe où, qui naissent notamment entre les galaxies. Ici, elles sont passées l'une à côté de l'autre et elles commencent à s'éloigner, puis elles vont revenir l'une vers l'autre et elles vont comme ça finir dans 5 milliards et demi d'années par fusionner et ne former plus qu'une seule galaxie qui aura une taille de l'ordre de peut-être 120 000, enfin plutôt 200 000 années-lumière. Alors voilà, sous forme de graphique, la simulation. Donc ici, vous avez en fonction du temps, c'est-à-dire on part de quand elles sont nées, puis on est aujourd'hui. Donc on a ces deux galaxies qui se rapprochent. Ici, c'est la distance qui sépare les galaxies en millions de parsecs, ou en millions d'années-lumière, si vous voulez. Vous vous souvenez, le parsec, c'est 3 années-lumière à peu près, 3,24 années-lumière. Donc ici, c'est en millions
de parsec. Et vous voyez que quand ces galaxies vont évoluer, eh bien, elles vont se rapprocher l'une de l'autre pour réussir à se rencontrer. Alors ici, sur cette simulation-là, au bout de 6,5 milliards d'années-lumière, donc on est ici, 4,5 plus… ah non, c'est au bout de 7, voilà, de 4,5 à 7, donc on a à peu près 3 milliards d'années. Donc on est… et puis ensuite, donc elles vont se rééloigner, puis se rapprocher, puis se rééloigner et en fait finir par fusionner l'une l'autre. Donc voilà un petit peu comment on va évoluer dans les milliards d'années qui vont venir. Bon, alors d'ici là, le Soleil va lui-même évoluer de sa propre évolution, mais la galaxie elle-même va évoluer au cours de son histoire. Alors, j'en arrive maintenant à la troisième composante de ces galaxies, qui sont ce qu'on appelle la matière noire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette matière noire? Alors, pour la définir, il faut que l'on parle de la masse lumineuse. Enfin, que je vous parle de la masse lumineuse. Donc, la masse lumineuse, c'est quoi? Quand vous regardez le ciel, vous avez un certain nombre d'étoiles ou de nuages, de structures qui émettent de la lumière dans tous les domaines de longueur d'onde. Et donc, on va appeler masse lumineuse la masse que l'on peut déduire de la somme de toutes ces masses qui émettent de la lumière. C'est clair? Vous prenez toutes les étoiles, tous les nuages froids, toutes les structures qu'il y a dans l'univers, dans la galaxie, on va regarder la galaxie, dans la galaxie, et vous en déduisez une masse. On sait faire ça. Et puis ensuite, on va avoir ce qu'on appelle la masse dynamique. Alors, la masse dynamique, elle n'est pas déterminée de la même façon. La masse dynamique, elle est déduite de la vitesse de rotation des étoiles autour du centre de la galaxie. En effet, les étoiles, elles vont tourner autour du centre de la galaxie comme les planètes tournent autour du Soleil à cause de l'attraction gravitationnelle. Elles vont être donc sur une certaine orbite. Elles vont parcourir cette orbite à une certaine vitesse. On peut calculer la vitesse à laquelle elles parcourent l'orbite. C'est simplement la circonférence de l'orbite divisée par la période, c'est-à-dire le temps mis pour faire un tour. Ok, donc c'est 2πr, si r est la distance au centre de la galaxie, divisé par la période. Mais on a une autre relation qui provient des lois de Newton, qui est ce qu'on appelle la troisième loi de Kepler, qui va relier la période d'une planète ou d'un corps en fonction de sa distance au corps central. Donc, par exemple, pour la Terre, on fait un tour en une année. Si vous vouliez calculer, par exemple, pour Mars, quelle est la période pour Mars, eh bien, à ce moment-là, la période de Mars est liée à la distance à laquelle se trouve Mars du Soleil, et vous pourriez le déduire de cette relation entre la période et la distance. La période au carré sur le cube de la distance, c'est égal à une certaine constante. D'accord? 4π sur grand Gm, c'est en fait une constante. 4π, donc c'est 4 fois 3, 14, divisé par grand G, ça c'est la constante gravitationnelle, et divisé par la masse du corps qui se trouve au centre. Donc à partir de cette relation-là, on peut déterminer la période en fonction de la distance au centre, c'est-à-dire du rayon R, et de la masse, M, qu'il y a au centre. Et puis, si on réinjecte cette période dans la vitesse ici, eh bien, on va trouver que la vitesse, je vous passe le calcul, ça va varier en gros comme l'inverse de la racine carrée de la distance. Donc, plus vous vous éloignez, plus la vitesse va diminuer. Plus R augmente, plus 1 sur R diminue. Donc, vous vous attendez à ce que quand vous vous éloignez, donc pour les planètes, quand vous vous éloignez de l'étoile, la planète tourne de moins en moins vite autour de l'étoile. De même pour les étoiles autour du centre de la galaxie,
quand vous vous éloignez du centre de la galaxie, eh bien, vous attendez à ce que l'étoile tourne de moins en moins vite autour du centre de la galaxie. Donc, en gros, c'est représenté sur ce graphique-là, où vous avez donc en abscisse la distance au centre de la galaxie en milliers de parsecs, en kiloparsecs, en milliers de parsecs, ou en milliers d'années-lumière, si vous préférez. Il faut multiplier par un facteur 3, en gros, pour avoir en milliers d'années-lumière. Et puis ici, c'est la vitesse de rotation autour du centre. Donc, vous voyez, de l'ordre de 200 km par seconde, ça va varier. Donc, vous voyez que si on part alors, pas tout à fait le centre parce que la masse n'est pas homogène au centre, mais bon, imaginons qu'ici, on a une masse homogène au centre, et puis on a nos étoiles qui tournent autour, la vitesse des étoiles. Ce à quoi on s'attend, c'est que ça diminue quand on s'éloigne du centre. C'est la courbe en pointillé ici. OK? À cause de cette relation-là. À cause finalement simplement de la gravité. Les étoiles, quand on s'éloigne du centre, doivent tourner de moins en moins vite. Eh bien, ce n'est pas ce qu'on trouve. On trouve que quand on s'éloigne du centre, alors si on part du centre et qu'on est proche du centre, oui, les vitesses ralentissent, mais assez rapidement, on va observer une vitesse qui va quasiment se stabiliser, et donc on va observer des étoiles qui tournent à la même vitesse. Donc ici, au niveau du Soleil, par exemple, eh bien, vous voyez qu'on a un écart entre la vitesse à laquelle le Soleil tourne autour de la galaxie et la vitesse à laquelle le Soleil devrait tourner autour de la galaxie si la masse était la masse lumineuse de la galaxie. Okay ? On est capable de déterminer la masse lumineuse, donc on est capable de déterminer à quelle vitesse devrait tourner l'étoile autour du centre de la galaxie. Eh bien, ce n'est pas ce qu'on trouve. On trouve que les étoiles tournent plus vite autour du centre de la galaxie. Si elles tournent plus vite, ça veut dire qu'ici, il manque de la masse pour justement augmenter la vitesse, à cause de cette relation-là toujours. Et donc, eh bien, il y a une masse qui est présente, on le voit dans la vitesse de rotation des étoiles autour de la galaxie, il y a une masse qui est présente, mais qu'on ne voit pas sous forme lumineuse, qui n'émet pas de lumière. C'est donc ce qu'on appelle la matière noire. Alors, à partir d'études comme celle-là, on peut même déterminer quelle est la quantité de matière noire que l'on a dans la galaxie. Alors, en fait, si on fait le calcul, la masse dynamique serait à peu près 10 fois plus élevée que la masse lumineuse. Autrement dit, 90% de la masse de la galaxie serait justement de la matière noire. Pas de la matière lumineuse, mais de la matière noire. Autrement dit, des étoiles comme la nôtre, eh bien, ne seraient que 10% de la masse qui est disponible dans la galaxie. Il y a 90% de la masse que l'on n'observe pas. Alors, du coup, on se demande qu'est-ce que c'est que cette masse. Alors, ça, on observe ça au niveau de la galaxie. On observe ça aussi au niveau des amas de galaxies. Si on regarde la dynamique des amas, c'est-à-dire la manière dans les amas dont les galaxies se dirigent les unes par rapport aux autres, qu'on compare ces vitesses avec la matière que l'on peut voir, que l'on peut déduire de la masse lumineuse des galaxies, dans ces amas de galaxies, eh bien, pareil, on trouve qu'il faudrait 10 fois plus de masse pour expliquer les mouvements des galaxies au sein des amas, de même qu'il faut 10 fois plus de masse pour expliquer le mouvement de la matière lumineuse au sein de la galaxie. Alors aujourd'hui, on ne sait toujours pas. C'est une des questions majeures aujourd'hui en astrophysique. Je pense que celui qui trouvera la réponse à ça va avoir un prix Nobel. Quelle est la nature de cette matière noire? Alors, on a eu beaucoup d'hypothèses qui ont été avancées. Un certain nombre ont été invalidées. Les hypothèses qui ont été proposées, c'est aller de gaz moléculaire, c'est-à-dire de nuages froids qu'on n'aurait pas vus. Ça, on a pu l'éliminer aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on balaye vraiment tous les domaines de longueur d'onde et on voit l'émission de ces masses gazeuses moléculaires. Ça pourrait être des étoiles mortes, mais compte tenu de ce qu'on connaît de la naissance et de la vie des étoiles, on est capable de calculer finalement combien d'étoiles ont pu évoluer depuis le début de l'univers au sein de la galaxie. Eh bien, ça ne fait pas 10 fois plus
que celles qu'on observe aujourd'hui. Ça pourrait être des naines brunes. Les naines brunes, vous savez, c'est ces toutes petites étoiles. On a vu que les étoiles de type M sont des étoiles qui vivent très très longtemps et donc du coup qui vont s'accumuler au cours du temps. Alors s'il y en avait un très 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 grand nombre, eh bien ça pourrait effectivement faire une masse supérieure. Mais on a pu vérifier ça aussi avec notre théorie de l'évolution des étoiles, maintenant qu'on maîtrise bien, et ça ne fait pas le compte. Alors par contre, il y a des objets qui sont beaucoup plus difficiles à observer. C'est les trous noirs, par exemple. Je vous l'ai dit, au centre de la galaxie, on a pu déterminer qu'il y avait à peu près 4 milliards de masses solaires d'un trou noir. OK. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait un certain nombre de trous noirs qui existent dans la galaxie, mais qu'on ne verrait pas et qui seraient 10 fois plus nombreux que la matière que l'on voit? Ben, c'est une possibilité. Il est possible effectivement qu'il y ait, par exemple, dans le halo de la galaxie, alors on pense que cette matière noire est principalement dans le halo, en fait, du fait de la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure. On voit que ce n'est pas au centre de la galaxie qui manque de la matière, c'est plutôt sur les bords. Et donc ça pointe plutôt vers le halo. Il est possible qu'il y ait un certain nombre de trous noirs présents dans le halo de la galaxie et que ces trous noirs auraient peut-être des masses qui feraient que ça viendrait augmenter la masse globale de la galaxie. Simplement, on ne les verrait pas parce que dans le halo, il y a très peu d'étoiles. Et donc, pour pouvoir voir les trous noirs, la seule chose qu'on peut faire, c'est observer les étoiles qui sont autour et regarder comment ces étoiles sont déviées par la présence de ces trous noirs. Mais s'il n'y a pas d'étoiles, on ne peut pas observer les trous noirs. Alors, pour lever le voile là-dessus, on compte beaucoup sur une technique toute nouvelle dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est cette détection d'ondes gravitationnelles. En effet, on sait que quand ces trous noirs interagissent, et notamment rentrent en collision, eh bien, il y a émission d'ondes gravitationnelles. Donc, ce que l'on peut espérer, c'est à l'aide de ces émissions d'ondes gravitationnelles, détecter suffisamment de trous noirs pour faire une statistique des trous noirs qui permettrait de dire si ces trous noirs sont présents en grand nombre dans les galaxies et dans l'univers plus généralement. Et puis enfin, la dernière piste, c'est des particules que l'on ne connaîtrait pas encore aujourd'hui, mais qui auraient une masse, qui seraient émises éventuellement lors de réactions comme des réactions nucléaires, par exemple, mais que l'on ne connaîtrait pas ou dont on n'aurait pas détecté la masse. Alors, pour l'instant, on ne les a pas trouvés. Les trous noirs viennent. Les trous noirs viennent. Ah, j'arrive pas à vous lire, pardon. Si vous pouvez intervenir oralement ou pas? Oui, Oui. j'ai écrit les trous noirs viennent des halos. Vous avez parlé des halos, vous avez dit il n'y a pas beaucoup d'étoiles, on les retrouve en périphérie, donc c'est de là que proviennent les trous noirs. J'ai pas trop compris en fait la théorie avec les halos et les trous noirs. Alors, en fait, il n'y a pas vraiment de théorie derrière. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment comment ces trous noirs se seraient formés. Mais néanmoins, si vous regardez la courbe là, qu'il y a ici, vous voyez que la masse manquante, en fait, elle est plutôt sur l'extérieur de la galaxie. Plus on s'éloigne du centre de la galaxie, plus il semble manquer de masse. Donc ça indique plutôt que la masse manquante, elle se trouve ici à l'extérieur de la galaxie, enfin plutôt pas au centre, et donc du coup plutôt dans le halo, d'accord, autour. Seulement, on l'a vu tout à l'heure, dans le halo de la galaxie, il y a très peu d'étoiles. Il n'y a que 20% des étoiles qui se trouvent dans le halo. Donc, si on a des trous noirs qui sont présents dans le halo, on ne va pas les voir parce qu'ils ne vont pas être en interaction avec d'autres étoiles. Ils ne vont pas dévier les trajectoires d'autres étoiles qu'on pourrait voir. Et donc, du coup, on a du mal à les identifier. D'accord, merci. Alors après, d'où proviendraient ces trous noirs? Il y a des théories, notamment de cosmologie, qui prédisent que lors des premiers stades d'évolution de l'univers, quand les galaxies se sont formées, il y a pu y avoir une période au cours de laquelle un très grand nombre de trous noirs auraient pu se former. Voilà. Bon, pour l'instant, ça reste de la théorie puisqu'on n'a jamais pu vérifier ça.
OK, donc finalement, on en arrive à la conclusion que les galaxies qui constituent l'univers contiennent majoritairement de la matière qui n'est pas observable. Autrement dit, on ne connaît pas 90% de l'univers. Alors, on ne connaît pas, j'exagère un peu, mais en tout cas, on ne sait pas exactement quelle est cette matière noire, quelle est la nature de cette matière noire. OK, voilà un petit peu ce que je voulais vous raconter sur les galaxies. Quelle heure est-il? Ah, il nous reste 20 minutes. Je vais pouvoir vous faire. Alors, juste, je vous ai mis quelques adresses là d'endroits où vous pouvez trouver des belles images, si vous avez envie de regarder des belles images d'astrophysique et notamment de galaxies. Vous en trouverez sur ces sites-là. Alors voilà, je vous en montre deux, trois. Voilà une galaxie. Alors, ça, c'est une galaxie prise en lumière visible. Donc, vous voyez, ça va de régions plutôt brillantes, un peu jaunes, jusqu'à des régions plutôt sombres et même parfois un peu bleutées. Et puis, donc, si on prend des images dans différents filtres, eh bien, on est capable de différencier finalement les composantes qui sont présentes au sein des galaxies. Vous avez un exemple ici où, en prenant plutôt la lumière dans le bleu, eh bien, on va plutôt voir de la matière chaude, donc des étoiles. Et puis inversement, si on prend la lumière dans le rouge, à ce moment-là, on va voir plutôt de la matière froide, donc plutôt des nuages de gaz et de poussière. Et ensuite, on peut superposer les deux pour avoir une image de la galaxie dans son ensemble. Ici, donc, c'est la galaxie d'Andromède, celle qui va venir en collision avec nous. Et vous voyez que on voit cette structure spirale qui est ici indiquée notamment par ces nuages de poussière. Voilà pour ce que je voulais vous raconter sur les galaxies. Alors maintenant, on va passer donc dans le quart d'heure qui nous reste, là, les 20 minutes, sur une petite introduction à la cosmologie. Hop. Non, c'est pas ça, je ne suis pas au bon. Alors, quelques définitions. Qu'est-ce que la cosmologie? Alors, peut-être tout d'abord, cette histoire de la cosmologie, qui finalement est l'histoire de l'univers dans son ensemble, c'est l'histoire de où l'on vient. C'est une question qui, bien sûr, a animé les êtres humains depuis très très longtemps. Chaque peuple, chaque ethnie, chaque groupe d'humains a développé sa propre cosmogonie, souvent à base de légendes, souvent avec des choses qui sont tirées notamment de la nature. Nous, ce qu'on va étudier là, ce qu'on va appeler la cosmologie, c'est en fait simplement un domaine de la physique, alors en fait même de l'astrophysique, puisque ça va avoir attrait aux astres. C'est l'étude finalement de l'univers, donc de tout ce qui compose ce qui nous entoure, donc du tout finalement, en tant que système physique. Donc on va considérer finalement ce tout avec les lois physiques que l'on a pu établir et on va essayer de décrire ce système avec ces lois physiques, comment ces lois physiques ont influencé ce système, quelle est son histoire, comment il a évolué, quelle est sa structure éventuellement dans son ensemble et vers quoi il se dirige. Ok, alors pour décrire ça, on a développé un certain nombre de modèles et le modèle qui prévaut aujourd'hui est ce qu'on appelle le modèle du Big Bang. Donc, le modèle du Big Bang, c'est un modèle
physique qui décrit l'univers comme un système physique et qui va parler eh bien, justement de son évolution, de ce système physique, comment ce système physique peut évoluer, éventuellement de son origine, comment ce système physique a pu prendre forme et ce vers quoi il se dirige. Alors attention, souvent on va trouver un peu un abus de langage, je dirais, c'est-à-dire l'utilisation du terme Big Bang pour non pas le modèle en lui-même, mais plutôt une partie du modèle qui est finalement la partie où on va décrire les premiers instants d'évolution de l'univers. En effet, lors de ces premiers instants d'évolution de l'univers, qu'on verra a eu lieu il y a 13,7 milliards d'années, eh bien, on a eu un univers qui était très chaud et très dense à l'époque et qui a commencé à se détendre, à s'étendre dans l'espace et à se refroidir. Comme si on avait eu une espèce d'explosion à un moment, un Big Bang. Mais attention, rien ne dit dans le modèle cosmologique du Big Bang qu'au départ de l'évolution de l'univers, il y a effectivement une cause qui a donné une explosion. Donc c'est pour ça que ça peut un peu prêter à confusion, cette utilisation du terme de Big Bang. Le Big Bang, c'est vraiment le nom qu'on a donné au modèle. Ce n'est pas cette potentielle explosion du départ qui aurait donné naissance à un univers. Ok, donc cette cosmologie, ce modèle du Big Bang, on va voir où est-ce qu'il prend ses racines. Il va prendre ses racines au niveau d'observation de l'univers, et puis il va prendre ses racines aussi au niveau du développement même de la physique. Donc, je vais vous parler de l'expansion de l'univers, tel qu'on peut l'observer. Je vais vous parler de cosmologie théorique. Donc là, c'est le développement de la physique, notamment de la physique d'Einstein, mais pas seulement. Et puis ensuite, donc, je vous décrirai ce qu'est ce modèle du Big Bang et comment il permet de décrire l'histoire de l'univers. Et puis ensuite, on ira voir quels sont, dans les observables, ce qui vient confirmer ou pas ce modèle du Big Bang. Et on verra qu'il y a certains points qui apparaissent comme ça, comme n'étant pas expliqués aujourd'hui par ce modèle du Big Bang. Donc, ça m'amènera à conclure sur cette cosmologie. Ok, alors on va commencer par parler de l'expansion de l'univers. Alors, certainement, vous avez déjà entendu parler de ça. D'où provient le fait que l'on pense que l'univers est en expansion? Alors, pour revenir à ça, il faut que je vous parle d'un effet connu depuis longtemps en physique, qui est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Alors, en fait, l'effet Doppler, vous l'avez tous expérimenté. Imaginez que vous êtes sur le trottoir et puis que vous avez une voiture de pompiers qui se rapproche de vous. Qu'est-ce qui va se passer? La sirène de la voiture de pompiers, quand elle se rapproche de vous, le son de la sirène va vous paraître de plus en plus aigu. Ça va monter dans les aigus. Vous avez quelque chose qui s'approche avec un son, alors je vais le faire avec un bruit de voiture, mais c'est pareil, on retrouve ça sur les circuits automobiles. Vous avez une voiture qui s'approche avec un son qui va faire quand elle arrive vers vous. Inversement, quand cette voiture s'éloigne de vous, elle part donc de ce son qui est très haut, et puis quand elle s'éloigne, elle fait et elle va vers les graves. Ce que l'on voit donc, c'est que d'expérience, la fréquence change quand un objet se rapproche de nous ou s'éloigne de nous. Si le son est plus aigu, ça veut dire que la fréquence augmente. Donc, quand un objet se rapproche de nous, la fréquence de l'onde, puisque le son, c'est finalement l'onde qui nous arrive jusqu'à notre oreille,
la fréquence de l'onde qui est émise, la fréquence du son, en l'occurrence, eh bien, augmente. Inversement, quand l'objet s'éloigne de nous, la fréquence de l'onde, qui est le son, la fréquence du son, diminue. Et donc, ça va vers les graves. Eh bien, pour la lumière, ça va être la même chose. Si vous avez un objet qui émet de la lumière et qui se rapproche de vous, le rayonnement qu'il émet va voir sa fréquence augmenter. Alors, si on parle maintenant en termes de couleur ou de longueur d'onde, la longueur d'onde, ça varie comme l'inverse de la fréquence. Et donc, si la fréquence augmente, la longueur d'onde diminue. Et donc, la longueur d'onde devient de plus en plus courte. Et donc, si cette longueur d'onde devient plus courte, ça veut dire que la lumière se décale vers le bleu. Quand un objet se rapproche de moi en émettant de la lumière, sa lumière se décale vers le bleu. Imaginons que demain, le Soleil commence à se rapprocher de la Terre à une vitesse suffisante, eh bien, on pourrait voir sa lumière passer du jaune au vert, voire au bleu. Inversement, si cet objet s'éloigne de moi, donc imaginez une étoile qui est en train de s'éloigner de vous, eh bien, vous allez voir la fréquence qui va être plus petite, du coup, la longueur d'onde qui devient plus grande, du coup, elle se décale vers le rouge. Donc, le Soleil nous paraîtrait, s'il s'éloignait de nous, ou si nous nous éloignions du Soleil, ça marche dans les deux sens, hein, eh bien, si le Soleil s'éloignait de nous, eh bien, à ce moment-là, on verrait sa lumière qui passerait du jaune vers le rouge. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Quand un objet se rapproche de nous, il émet une lumière qui se décale vers le bleu. Quand un objet s'éloigne de nous, il émet une lumière qui se décale vers le rouge. Et c'est à partir de là qu'on a pu observer qu'effectivement, l'univers est en expansion. Alors, il faut que j'aille un petit peu plus dans le détail quand même pour que vous arriviez à comprendre comment on fait ça. Vous vous souvenez, ici en haut, imaginez que ça, ce soit un spectre du... Que ça, ce soit un spectre du Soleil. Ah, zut. OK, donc ce qu'on voit, c'est que dans ce spectre du Soleil, donc on a toutes les couleurs, là, hein, du rouge jusqu'au violet, hein, c'est l'arc-en-ciel. Et puis, superposé à cet arc-en-ciel, vous voyez qu'on a un certain nombre de raies sombres qui sont dues finalement à la matière qu'il y a à l'intérieur du Soleil qui va absorber donc, ces éléments, hein, de l'hydrogène, l'hélium, le carbone, l'oxygène, tous ces éléments vont absorber un certain nombre de parties du spectre, en fait, et vont créer ces raies noires. Si l'étoile est fixe, ben, je vais observer justement ce spectre-là avec ces raies noires à une certaine position qui correspond à des transitions particulières dans chacun des éléments, hydrogène, hélium, azote. Si maintenant, on imagine que cette étoile est en train de s'éloigner de moi, eh bien à ce moment-là, comme je vous l'ai dit précédemment, à cause de l'effet Doppler, il va y avoir un décalage vers le rouge de l'ensemble du spectre. Donc, toutes les raies ici, qui pour l'objet immobile se trouvaient à une certaine place, vont être décalées vers le rouge, donc vers la droite. Donc, je vais observer les spectres ici qui vont se décaler par rapport au spectre que je peux mesurer au repos vers les couleurs plus rouges. Inversement, si cet objet se rapprochait de moi, eh bien, je verrais un décalage dans l'autre sens. Alors, je peux même, en mesurant le décalage ici en longueur d'onde, eh bien, déterminer quelle est la vitesse à laquelle il s'éloigne ou la vitesse à laquelle il se rapproche. En effet, je peux relier finalement la vitesse justement, à ce redshift ou à ce blue shift du spectre. Pour ça, souvent, on définit un paramètre qu'on appelle justement le redshift, qu'on note Z. C'est donc le rapport entre le décalage en longueur d'onde et la longueur d'onde elle-même.
Okay, typiquement, imaginez que j'ai une raie qui soit à 500 nanomètres. Eh bien, elle se décale de 1 nanomètre. Donc, je vais avoir un Z de 1 sur 500. Donc ça me donne le redshift. Et en fait, on peut calculer à partir de ce redshift la vitesse. La vitesse d'éloignement, c'est simplement ce redshift multiplié par la vitesse de la lumière. Autrement dit, si j'avais, comme dans l'exemple précédent, un décalage de 1 nanomètre sur 500 nanomètres, eh bien, ça veut dire que j'aurais 1/500e de la vitesse de la lumière d'éloignement. Ça serait la vitesse d'éloignement de mon étoile. Donc, au lieu d'avoir 300 000 km par seconde ici, j'aurais une étoile qui s'éloignerait à 6 000 km par seconde. Pardon. Oui, c'est ça. Bon, alors attention quand même, il y a une petite limite à cette relation-là, c'est quand la vitesse v s'approche de la vitesse de la lumière, à ce moment-là, cette formule n'est plus valide. Il faut utiliser une autre formule à cause de la relativité d'Einstein, relativité restreinte cette fois-ci. Mais on a des formules qui permettent de calculer aussi ces vitesses. C'est ce phénomène-là qui va être utilisé par Hubble pour justement déterminer le redshift. Malheureusement, il ne nous reste que 5 minutes, donc je propose d'arrêter là et que je reporte cette description qui va me falloir plus de 5 minutes pour vous expliquer comment Hubble a pu déterminer ça et puis quelles en sont les implications sur justement l'univers. Donc, je propose d'arrêter là aujourd'hui. On reprendra là la fois prochaine. Donc, la prochaine fois, comme on l'a convenu ensemble, on arrête à 18h30 pour faire le QCM. Ça marche? Oui. Ok. Du coup, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, vous aussi, au revoir. Merci, au revoir. Monsieur, Oui? est-ce que les enregistrements seront sur Eprel? Alors, je ne vais pas mettre les enregistrements sur Eprel parce que c'est trop lourd pour Eprel, mais je vais vous donner une adresse sur laquelle vous pourrez aller les télécharger sur YouTube. D'accord, merci beaucoup. Au Au revoir. revoir.